En fait, c'est une présentation qu'on avait faite au premier CPM Grenoble il y a 2 ans, où on part du principe que finalement, les métiers de la robotique industrielle ne sont pas forcément tellement connus de ceux qui n'ont pas eu besoin de faire appel à nos services. Donc, on va présenter pendant 2 heures quelques facettes de la robotique industrielle, puisque, si vous voulez, nous sommes un certain nombre de sociétés regroupées sur un stand grâce à un organisme qui s'appelle la Fédération française des clusters de robotique et au réseau 3R. Donc je vais essayer de représenter un peu cette espèce d'écosystème dans lequel on navigue. Et ensuite, on présentera aussi les différentes facettes de nos métiers. Donc ces facettes seront donc... bien déjà, qu'est-ce que c'est que ce cluster de robotique? Dans ce cluster de robotique, il y a une facette bien particulière qui concerne les robots d'occasion, dont je m'occupe personnellement par ma société qui s'appelle Robotique Concept. Et puis nous avons d'autres facettes intéressantes sur, par exemple, la présentation d'un intégrateur Pick-Pack System qui va nous présenter les nouveautés en robotique industrielle. Et nous avons également une école qui va pouvoir présenter les formations en robotique industrielle sur Lyon. Donc voilà, c'est intéressant de faire un peu le tour de cette offre. Donc Robotique Concept, c'est une société donc, que je vais présenter derrière, donc, qui est un peu leader sur le marché de l'occasion avec 35 robots vendus par an. Cette société fait partie d'un réseau donc, que Sylvie tout à l'heure présentera en détail. Et ce réseau lui-même fait partie d'une fédération. Donc, alors, les robots industriels peuvent se vendre chez des constructeurs de robots, en termes de robots neufs, ou chez des gens comme moi, donc, qui vendent des robots d'occasion. Mais alors, il faut tout de suite distinguer ce qu'on appelle un robot. Pour beaucoup de gens, un robot, c'est une cellule robotisée. Or, là, je parle de robots nus. Donc un robot nu, c'est un bras commandé par une armoire qui bouge dans l'espace et qui ne peut rien faire de spécial si on ne lui met pas un process autour. Et le process autour, c'est la photo de droite, là, c'est donc une cellule robotisée. Là, c'est une cellule de soudage. Donc si on veut parler d'un robot industriel, il faut savoir que c'est un appareil qui est incroyablement fiable et robuste, qui peut donc travailler, on va dire, pendant plus de 10 ans, avec une simple maintenance d'1 fois par an, qui ne tombe pas en panne avant 30 000 heures et avec une fiabilité importante. D'accord ? C'est un produit catalogue qui est fabriqué en milliers d'exemplaires, c'est pour ça qu'il est si fiable et si robuste. Hein ? Donc voilà, c'est comme un vérin un peu sophistiqué. Ça, c'est le robot nu. Et maintenant, ce robot, on va l'intégrer, ce qu'on appelle l'intégrer, on va le mettre dans un contexte de solution complète, hein, ce qu'on appelle une cellule robotisée ou une ligne robotisée. Et donc, pour comment se déroule la mise en œuvre d'une cellule robotisée? Eh bien, tout d'abord, on va établir un avant-projet. Donc ça, c'est souvent un ingénieur conseil du réseau 3R qui va aller voir le besoin chez un client et qui va lui proposer un avant-projet, c'est-à-dire éventuellement une simulation, du conseil, de l'aide au cahier des charges, tout ce qu'un ingénieur conseil peut proposer. Et c'est seulement ensuite qu'on va décider de choisir, quand on a la solution, on va décider de choisir, alors soit un robot industriel classique comme je l'ai mis sur la photo, d'une certaine marque, qui sera soit neuf, soit d'occasion, mais ça peut aussi être un robot collaboratif, puisque maintenant les robots collaboratifs ont une place importante dans cet écosystème. Ensuite, donc, ce robot est intégré dans une cellule avec ce qu'on appelle donc un intégrateur, dont c'est le métier. C'est un métier très difficile, puisqu'il faut finalement à la fois gérer l'aspect fluide, périphérique, automatisation, sécurité, environnement, etc. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont assez complexes et qui nécessitent souvent des équipes de 10-15 personnes pour pouvoir assumer toutes ces fonctions. C'est l'intégrateur qui va mettre la norme CE sur la cellule robotisée pour dire voilà, cette cellule, elle est conforme à la norme européenne, elle n'est pas dangereuse, vous pouvez l'utiliser.
Ensuite, il y a un certain nombre de prestations qui sont faites une fois que la cellule est intégrée. Ça peut prendre 4-5 mois, ça dépend de la complexité du... Ça peut prendre même jusqu'à une année si c'est une cellule très complexe, avec plusieurs robots. Et ensuite, il y a une étape formation du personnel de l'utilisateur final du robot. Il y a beaucoup de personnes à former, des personnes à former en production, au service méthode, en maintenance. Donc il y a différents niveaux de formation à proposer. Et puis ensuite, pendant la période de garantie, ensuite, il y a de la maintenance, de l'assistance technique, de l'optimisation d'installation. Donc l'installation continue de vivre. Il peut y avoir du rétrofit, etc. Donc ça, c'est toute la durée de vie, le cycle d'un projet robotisé. Donc les robots industriels, bon, bah, ce n'est pas une chose qui est nouvelle, ça existe depuis 59 ans, à savoir premier robot 1961. On ne va pas refaire l'historique. Un constructeur comme ABB en est à la 5e génération. La durée de vie, vous voyez, 100 000 heures, donc c'est équivalent de plus de 11 ans en 3-8 sans jamais s'arrêter. Et donc un robot industriel, c'est un peu comme une voiture, je compare souvent ça à une voiture. Ça peut avoir plusieurs propriétaires, plusieurs vies. Hein. Bon, bah, la voiture, par contre, elle va toujours rouler, alors qu'un robot pourra faire, par exemple, de la manutention, et puis ensuite se mettre à faire de l'encollage. On peut changer le process en cours de vie d'un robot. Il suffit d'enlever le process qui va dessus, le réintégrer, et on repart pour... Donc moi-même, j'ai vendu des robots 2 fois, parce qu'au bout de 5 ans, le client n'en voulait plus. Il me le rétrocédait et il repartait pour une deuxième vie. Hein. J'ai l'exemple d'un robot de palettisation. Il a commencé par palettiser des bouteilles de vin. Il est venu chez moi, on l'a revendu à quelqu'un qui voulait palettiser du sopalin. Et ensuite, il est revenu chez moi. Il est reparti pour palettiser des cartons de bouteilles de bière. Oui. Bon, alors, chaque fois, c'est de la palettisation quand même. Mais c'est des process sur des produits différents. Donc pourquoi je vous dis qu'un robot peut avoir plusieurs vies? Parce que justement, un robot, ben, une fois qu'il est vendu une première fois comme robot neuf, derrière, il peut servir à plusieurs process et donc être acheté et revendu. Alors, par contre, vous allez me dire, attention, les normes d'aujourd'hui ne sont pas les normes d'il y a 15-20 ans. Et c'est tout à fait vrai. On ne peut pas réintégrer aujourd'hui un robot qui serait par exemple des années 90 avec une seule chaîne d'arrêt d'urgence, avec un niveau de sécurité qui serait tout à fait insuffisant. Donc nous, on se focalise sur les générations d'aujourd'hui ou les générations N-1. Alors, parce qu'il y a des kits de remise à niveau possibles sur les générations N-1. Voilà. Et en termes de sécurité, le robot, il a ses sécurités intrinsèques, mais en fait, ce qui est dangereux, c'est la cellule dans son ensemble qui doit être validée comme organe de sécurité. La machine dangereuse, c'est la cellule robotisée complète. Bon, pour ce qui est d'un robot, l'intégration d'un robot collaboratif, on est dans une autre logique, dont je ne rentrerai pas. À savoir que le marché de l'occasion aujourd'hui ne concerne pas la robotique collaborative, qui est une robotique récente pour laquelle on a beaucoup de difficultés à trouver des robots d'occasion. Donc ça, c'est un petit peu à titre humoristique, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai les derniers chiffres là, de l'IFR, 2,7 millions de robots dans le monde, ils sont tous d'occasion. Donc j'ai un marché énorme pour ce qui me concerne. Hein, d'accord, mais bon, la plupart ont une seule vie, hein, de 10 ans ou de 15 ans. Mais vous voyez, la progression de la robotique, c'est intéressant de voir cette courbe qui est quand même assez exponentielle. Donc si on prend la prévision en 2022, on ne sera plus à 2,7 millions, on sera à 3,9 millions robots dans le monde. Alors bon, l'objet de ma conférence, c'est pas de dire que les robots d'occasion c'est super, que les robots neufs ça vaut rien, au contraire, c'est essayer de comparer les deux solutions. Donc vous avez besoin d'un robot, vous voulez un robot, vous allez voir un constructeur de robots, il va vous présenter son matériel, et effectivement il y aura beaucoup de points forts dans le robot neuf. Tout d'abord, c'est un robot qui est d'aujourd'hui, donc il a les performances d'accélération, de précision, de rapidité maximale. Le constructeur garantit souvent le matériel 2 ans, pièces, main-d'œuvre, déplacement. Il est aux dernières normes. Disons que les intégrateurs de robots préféreront acheter du neuf en général.
Logiciel hors ligne, c'est un logiciel de programmation en ligne donc, qui est tout à fait compatible avec ces robots neufs. Et puis le client peut demander une configuration, des options. Il peut avoir la configuration exacte dont il a besoin. Et puis également, les constructeurs de robots ont une forte expertise sur leur matériel. C'est normal, c'est leur matériel. Éventuellement, ils le distribuent par des distributeurs qui eux-mêmes connaissent bien le matériel. Donc c'est assez sécurisant comme façon de travailler, d'acheter un robot neuf. Par contre, il y a l'histoire du prix. Hein. Alors le prix en soi, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est le RIO, c'est-à-dire le temps pour lequel le robot est amorti. Donc en général, on part sur 2-3 ans maximum d'amortissement. Mais également le prix des pièces détachées et du service après-vente, qui chez les constructeurs ont des montants de pièces détachées assez élevés. Et ensuite, en période où les constructeurs produisent de grandes quantités de robots, les délais sont parfois assez longs, ça peut être 12 semaines, ça peut aller au-delà de 12 semaines sur des modèles très, très demandés. Également par rapport à un parc installé d'une certaine génération, qui serait ancienne, qui aurait par exemple 7-8 ans, mettre un nouveau robot d'une nouvelle génération, parfois ça peut compliquer l'existence du service maintenance, si ce sont des nouvelles pièces détachées, s'il faut reformer les gens sur une nouvelle façon de faire. Donc voilà. Parfois on nous demande des robots anciens parce qu'un client qui a 30 robots d'une certaine génération, le jour où il en veut un 31e, il est content d'avoir la même génération. Alors les points forts du robot d'occasion, donc le prix bien entendu. Donc le prix moyen des robots que par exemple Robotic Concept vend, c'est 15 000 €. Ce qui est relativement, on va dire, pratiquement la moitié d'un neuf. Après ça dépend de la taille, ça dépend de l'année. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en occasion, plus le robot est gros, plus l'écart entre le neuf et l'occasion est important. Donc un robot donc, de 15 000 €, bien sûr, ce n'est pas le prix de la solution. Hein. La solution complète, c'est souvent 4 à 5 fois le prix du robot. Et là, il faut être honnête pour dire que ce qui est d'occasion ou ce qui est neuf, ça sera le même tarif au niveau de l'intégration. On va gagner que sur le prix du robot. Donc, malgré tout, on peut gagner 10 15 000 €. Ça peut être plus que ça, jusqu'à 30 40 000 € sur des gros robots. Donc, l'ensemble sera quand même plus vite amorti. Ensuite, nous avons des robots qui sont prêts à partir, qui sont en stock, qui sont révisés. Donc le délai de livraison, ça peut être quelques jours seulement. Donc c'est ce que j'appelle l'achat sur stock. Hein. Et puis donc, dans notre local, nous avons 5 marques de robots. Donc vous pouvez comparer les différentes façons de concevoir les robots des principaux constructeurs qu'on trouve sur le marché. Par contre, donc, les points faibles du robot d'occasion, ce ne sont pas les performances d'aujourd'hui, ce sont les performances à la date de la construction, donc peut-être 5-6 ans en arrière. Ensuite, il faut reconnaître que dans les vendeurs d'occasion, ce qu'on appelle les brokers, il y a un petit peu à boire et à manger, entre guillemets. Il y a des gens qui vont vendre des robots sans garantie. Vous achetez un robot aux enchères, c'est un peu la roulette russe, on n'est pas sûr d'avoir un matériel de qualité. Donc là, il y a un certain risque au niveau de la qualité. Les garanties sont en général moindres. Nous garantissons nos robots 6 mois pièce. Bon, exceptionnellement, nous en avons un qui garantit 18 mois parce qu'il est de 2019, mais la plupart du temps, nous garantissons nos robots 6 mois pièce seulement. Hein. Ancienne génération, il faut oublier, hein, tous les robots des années 80, 90 et le début des années 2000, c'est très ancien, on oublie. Et puis, le marché de l'occasion, c'est un nouveau marché qui est peu structuré, mal connu et je dirais aussi mal organisé. Mais ça peut représenter, vous voyez en France, il se vend 5000 robots neufs par an et on a estimé le marché de l'occasion à 500. Vous voyez, ça fait quand même 10% du marché. 500 unités d'occasion, c'est quand même pas négligeable. Pour vous donner un ordre de grandeur, le marché du robot collaboratif est estimé de l'ordre de 1000. Donc le robot collaboratif dont on parle beaucoup, il est simplement le double du marché de l'occasion, si on regarde bien, en termes de volume.
Donc il y a une solution pour cumuler les avantages des robots neufs et d'occasion, c'est d'acheter un robot d'occasion de dernière génération, ayant peu d'heures, avec de bonnes garanties, et chez un professionnel du robot d'occasion. Donc qui est Robotique Conseil bien sûr. Disons que je suis à peu près le seul sur le marché français. Voilà, donc je suis pratiquement terminé. Donc tout ça pour dire qu'en conclusion, amis ou ennemis, donc je dirais que non, les robots d'occasion ne sont pas ennemis des robots neufs, c'est plutôt en fonction du critère d'achat que vous allez choisir un robot d'occasion ou neuf. Le prix, le délai, les performances. Voilà, ça c'est la conclusion pour ce qui est des robots d'occasion. Donc maintenant, nous allons vous parler du réseau 3R, le cluster qui est à 10 mètres d'ici, que vous pourrez aller visiter, dont il y a 9 membres présents. Et donc Sylvie va vous présenter donc ce cluster qui est une association qui regroupe pas mal d'entreprises de robotique industrielle. Oui, donc bonjour à tous et merci Patrice d'avoir présenté l'activité au cœur du réseau 3R, puisque c'est l'origine et que quelque part tous les acteurs du réseau 3R tournent autour du robot et de la robotique. En fait, tout part du principe, et vous voyez qu'on a on veut voir la robotique d'une autre façon à partir du moment où on travaille sur une aide à la robotisation dans l'espace français, sur le territoire national, en se disant c'est une technologie qui est très performante, mais encore faut-il l'utiliser correctement et qu'elle apporte quelque chose au client utilisateur. C'est l'objectif principal de la technologie pour nous. Donc, réduire les coûts. On peut très bien travailler avec des robots d'occasion. Voilà, ça c'est directement une solution. Maintenant, un robot industriel, ça sert absolument à rien s'il est tout seul dans une industrie. Il faut autour un certain nombre de services. Et donc, l'idée qu'a eu Patrice Bouteille à l'origine, c'est de dire, moi, je vends des robots d'occasion, mais il me faut autour du robot des services et des compétences pour servir nos clients. Donc, un robot industriel, la première chose, c'est que sa définition, elle impose qu'on doit le programmer, effectivement. D'accord ? Donc, on aura des programmeurs dans le réseau 3R. Et l'idée, c'est d'avoir autour de ce centre robotique d'occasion des services qui peuvent permettre aux entreprises de couvrir tous les métiers de la robotique. Donc, l'objectif, parce que pour nous, on est tous, je dirais, issus de constructeurs, on est tous des petites structures, indépendantes souvent. Et donc, nous, on considère que la robotique, c'est un domaine, c'est de la performance, elle donne de la performance, mais cette performance, eh bien, elle est quand même complexe dans certains cas à appréhender, et que ce n'est pas la personne lambda qui pourra, du jour au lendemain, programmer un robot. Donc, on va partir effectivement déjà de l'aspect diagnostic, parce qu'on ne va pas forcément robotiser une fonction précise parce que le cahier des charges est fait. Ça, c'est rarement le cas. Mais on va prendre du recul par rapport au fonctionnement de l'entreprise et se dire, justement, faire par exemple du diagnostic pour savoir où on peut robotiser et apporter de la performance à l'entreprise qui va utiliser. Et puis après, oui, si le cahier des charges, alors c'est en particulier mon activité qui s'appelle To Win Markets, parce que moi, je ne considère pas la robotique autrement que pour faire gagner des marchés à mes clients. Hein, donc c'est pour ça que ça s'appelle To Win Markets. Donc ça passe du diagnostic, comprendre l'objectif du client, son fonctionnement,
comprendre comment on va pouvoir, nous autres, les roboticiens, l'aider dans son amélioration de performance. On va donc réaliser avec lui un cahier des charges. Et cahier des charges, c'est pas une fonction écrite sur un post-it. C'est un cahier des charges en bonne et due forme, non pas non plus en 250 pages où quelque part on n'a qu'une page utile. C'est vraiment ce qui définit l'application robotique. Puis après, quand on aura effectivement ce cahier des charges, on ira chercher des fonctions d'intégration. Et moi, je pense que c'est important, effectivement, d'aller chercher des gens qui sont capables de comprendre votre métier et la fonction à robotiser. Parce qu'on peut tout faire avec un robot. Hein, vous avez des robots dans l'agroalimentaire, vous avez des robots dans la pharmacie, vous avez des robots dans la mécanique, bien évidemment, et l'automobile, l'historique. Mais quelque part, il est important. Et puis, vous avez des robots qui vont travailler au niveau de machines de conditionnement, puis d'autres en palettisation. Ce ne sera pas forcément les mêmes acteurs dont on va faire appel. Et ce couple fonction-métier est super important. Donc après, on va avoir des gens qui vont intégrer ces robots, parce qu'un robot, pour nous, c'est un composant de machine, et non pas une machine. D'ailleurs, la norme l'impose comme ça. Et puis, comme la durée de vie d'un robot est extrêmement longue, en moyenne 15 ans, alors pas forcément pour toutes les générations de robots, mais la robotique industrielle pilotée par l'automobile, quelque part, a créé des robots, effectivement, dont la durée de vie est largement de 15 ans. Donc, c'est pas rare qu'on ait des robots qui sont installés sur des applications et qui sont reprogrammés. C'est leur rôle de flexibilité aussi, sur d'autres machines. Donc là, on va faire intervenir des programmeurs de robots, des spécialistes de robots qui font de la reprogrammation de robots. C'est vrai aussi pour l'évolution. Un robot, par rapport à la mécanisation classique, c'est bien son rôle, son caractère d'être reprogrammable qui est intéressant, puisque on va pouvoir le dédier à une toute autre tâche. Il n'est pas rare également qu'une application robotique, et c'est un petit peu pour ça que nous autres, au niveau conseil, on s'est aussi mis, et on est sorti de l'offre certaines fois, que l'application n'est pas forcément optimisée. C'est loin d'être rare. Parce qu'aussi, votre production, la production évolue dans certains cas. Donc, on va chercher à optimiser ces applications. Donc, on aura des gens qui seront spécialistes. Ce sera souvent des gens qui vont savoir programmer. Mais il faut aussi qu'ils aient une fibre d'intégration robotique. Après, le maître mot, effectivement, bien souvent, moi, dans ma carrière, j'ai rencontré des gens qui me disaient « Mais le robot, on n'en entend pas parler. C'est pas le robot qui tombe en panne. Et puis, c'est pas le robot qui nous a posé problème dans l'intégration, c'est le préhenseur, l'outillage. » Le préhenseur, l'outillage, c'est le rôle de l'intégrateur, quelque part. Ce n'est pas le rôle des roboticiens, des gens qui font les robots. Donc, et ça a une grande valeur ajoutée là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas simple, puisque ça doit toucher le produit, forcément, et que quelque part, c'est un point, ce qu'on appelle un nœud gordien. C'est techniquement, souvent, ce qui pose problème. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée au niveau des préhenseurs. Vous avez des gens qui sont spécialistes de mécanique de préhenseurs. Voilà, ça peut être un service aussi. Alors bien évidemment, le robot, il vit dans l'entreprise. Et du coup, on aura des gens qui vont faire la maintenance. Alors pareil, au réseau 3R, les gens qui font la maintenance, ils ont une spécialité de marque. Parce que la maintenance d'un robot Fanuc, ABB, KUKA, et je pourrais tous les citer, a des spécialités bien évidemment. Donc, on va spécialiser en général nos acteurs au niveau d'une marque de robot. Et puis, bien évidemment, le dernier point qui est super important, c'est l'aspect formation. Nous, on a coutume de dire qu'il n'y a pas que les programmeurs qui doivent être formés. Un robot, il est performant s'il est bien utilisé, d'abord. S'il est bien programmé, évidemment. Mais s'il est bien maintenu également. Et quelque part, la formation des opérateurs, moi je dis toujours qu'il faut qu'on accompagne l'ensemble des gens qui vont travailler avec les robots depuis le début du projet jusqu'à son utilisation
il faut transférer de la compétence aux utilisateurs. Dans mon activité, qui est un autre aspect aussi, en général, je dis toujours qu'on met le client au centre des structures. Je pense que je vais passer à un pas au-dessus en disant non seulement on met le client de la structure au centre de votre organisation, mais on va y mettre les ressources humaines. C'est fondamental et on va l'écrire. Parce qu'un robot, il n'est pas là pour remplacer du monde, il est là pour les aider, c'est un outil à part entière. Et par contre, eux, il faut qu'ils apprennent à l'appréhender, qu'ils apprennent à l'utiliser au mieux. C'est eux qui vont faire la réussite des applications. Donc, il faut les accompagner dans ces changements de culture et de technologie. Si je recule, ça ne va pas le faire. Alors, qui est-ce qu'on est, dans les fonctions, je suppose que je l'ai passé en revue. Hein. On a une particularité, c'est qu'on a un réseau privé. On a un réseau privé d'envergure nationale. On fait partie des clusters de robotique au même titre que les clusters régionaux, parce qu'on en a la dimension, mais je dirais surtout la dynamique. Hein. On n'a pas les finances des clusters régionaux, il faut le dire, hein, puisqu'on n'est pas subventionné ni par l'État ni par les régions. On est financé par nos propres adhérents. Et on est surtout des gens de terrain. Donc, alors, 2 grandes catégories d'adhérents quand même 3 hein, plutôt. On en a oublié là, j'en ai oublié là, mais ils sont là. Parce qu'ils sont sur notre site, on communique essentiellement sur notre site. Donc, des petites structures indépendantes, intégrateurs de robots, mais également ce qu'on appelait indépendants et qui sont les prestataires de services. Et la 3e catégorie, ce sont les formations, les centres de formation. On a la chance d'avoir parmi nos membres 3 centres de formation, hein, c'est bien ça, tous lyonnais. Et du coup, on a vraiment une couverture des typologies de formation sur tous les champs de l'utilisation des robots, de la programmation des robots, de la maintenance, etc. Donc, tout notre communication, elle est sur le site internet. Hein, on n'a pas de moyens, donc on ne va pas vous envoyer plein de choses, mais par contre, tout est sur le site. Et les adhérents, il y a un catalogue en PDF des membres qui se fait automatiquement et donc qui est tout le temps à jour, hein, contrairement à celui qui est papier. Mais on a un petit guide, alors on est 9 membres présents, tous autour de cette zone-là, juste à côté. Et on a un petit guide papier, effectivement, mais qui date de 2019, donc qui n'est pas forcément à jour. Mais le site internet est entièrement à jour. On s'en fout, hein. Voilà, donc au niveau... Donc, toujours apporter du service autour de la robotisation. On a 48 adhérents, donc vous voyez la répartition des chiffres, c'est pas forcément le plus important, hein, mais donc on est, je répète, 100% privé. Alors 100% robots industriels, robots industriels fixes, collaboratifs ou mobiles, hein, tout ça c'est de l'industriel, il faut bien se le noter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas robot de service. Les petits robots de présentation, les beamers, etc., ou ceux qui vont vous servir le café, etc. Non, c'est pas pour, ou remplacer quelqu'un dans une salle de cours, par exemple, parce que la personne est absente. Non, on va pas y toucher. On va pas y toucher parce que pour nous, il faut qu'on soit spécialiste de nos métiers et que déjà la robotique industrielle, qu'elle soit fixe, collaborative ou mobile, ça nous suffit bien pour être spécialiste de nos métiers. Voilà. Donc notre vocation, elle est d'aider les entreprises industrielles, en particulier les PME, PMI, à se robotiser efficacement, c'est-à-dire leur apporter des services et des robots qui leur permettent de faire des applications performantes et pérennes, de permettre à de petites structures d'accéder à la robotique parce qu'on accueille auprès de nos membres des startups. Alors on en est ravis quand ils deviennent intégrateurs ou fournisseurs. Hein. Le cas d'EasyBot par exemple est un très très bon exemple. Nous l'avons
accueilli au niveau du réseau 3R. Ça lui a permis de faire des présentations de son produit. Et maintenant, je veux dire, il a un succès du ressort, on peut le qualifier d'industriel. Donc, on en est ravis. Donc, s'il y a des idées de start-up autour de la robotique, il faut forcément que ce soit autour de la robotique. N'hésitez pas. Donc, également, comme on est des petites structures, notre objectif, c'est d'aider nos membres adhérents, et notamment les indépendants, hein, ceux qui sont tout seuls, à se développer grâce à une mutualisation des compétences. Grâce à ce réseau, on est présent sur les CPM, sur pratiquement tous les CPM, et merci à CPM de nous offrir cette possibilité, bien sûr, à des tarifs intéressants. Qu'on ne pourrait pas être présent sur des zones et en notre nom propre. Ce n'est pas possible. On est trop petite structure. Favoriser la visibilité de l'offre et des compétences robotiques en France. On a une grosse dynamique au niveau national. Hein. On fait, je vous l'ai dit, partie des clusters officiels de France et on travaille avec les instances, avec le CIMOP, avec la fédération. On est très acteurs de la Fédération française des clusters de robotique, tout ça, pour représenter toute la filière et avoir justement de l'État et aider à valoriser la position de la robotique en France dans l'écosystème français. Voilà. Alors, bien évidemment, comme on est des structures indépendantes, ben, la carte d'offres est très variée. Et c'est des offres à la carte. Si vous avez besoin que d'un support en programmation, vous allez effectivement aller vers des adhérents du réseau qui vous permettent d'avoir une aide en programmation. Si vous voulez une offre plutôt de conseil avec un recul sur le fonctionnement global de votre entreprise, que le cahier des charges n'est pas fait, vous irez vers effectivement d'autres structures. Voilà. Et si vous avez besoin de changer un robot, vous irez naturellement voir Patrice pour les robots d'occasion, etc., etc. Tous ces services, on peut les donner à la carte. Et puis, si vous avez besoin de plusieurs, eh bien, on fonctionne en réseau. On se connaît bien, on connaît nos domaines de prédilection, on respecte le métier des autres, c'est-à-dire qu'on est tous spécialisés et quelque part, on ne se marche pas sur les plates-bandes. C'est l'objectif du réseau 3R. Voilà. Donc, maintenance, pièces détachées, bien évidemment. Hein, c'est la vie du robot depuis la naissance de l'application, on va dire, ou la naissance de l'idée et du besoin, jusqu'à son utilisation avec de la performance. Voilà. Donc ça, ben on va l'enlever parce que c'était déjà prévu. C'est déjà couvert par Patrice, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, tout est en ligne. Hein. Donc, on a une bonne visibilité. Bien évidemment, on va refaire notre site sans doute en 2020 parce qu'il faut lui donner un petit peu de fraîcheur. Mais vous pouvez trouver toutes les informations sur le site. N'hésitez pas non plus à nous passer des annonces. Hein. On a beaucoup d'étudiants qui sont sur notre site. Donc, quand vous avez besoin aussi, pourquoi pas de ressources en interne, on peut passer des annonces. On peut passer des annonces de projets également. Hein. Vous cherchez une compétence, c'est un peu un site d'échange en ligne sur les besoins de la robotique. Hein. Voilà. Et ça nous permet justement de réagir en équipe pour répondre à votre besoin. Je pensais que j'avais une conclusion, mais je n'ai pas l'impression. Donc, j'en suis désolée. En conclusion, ce serait de dire bienvenue sur notre stand, hein, qui est en D40E42. Hein, D40E42. On est donc 10 membres du réseau 3R et autres clusters, puisqu'on fédère d'autres clusters également avec la Fédération française des clusters de robotique. On est à votre écoute et n'hésitez pas à venir nous voir. Je vais donner la parole effectivement à, je ne me rappelle plus, c'est Quentin, voilà, Quentin, de la société PicPac System, qui était un de nos intégrateurs. Hein, il y a différents intégrateurs au sein du réseau.
et qui va vous parler des nouvelles technologies. Parce qu'on suit effectivement tous, enfin, entreprise par entreprise, ces nouvelles technologies. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis Munch Quentin de chez PicPac System. Je suis nouvel employé chez PicPac. Je travaille principalement sur tout ce qui est recherche et développement pour l'industrie et en particulier pour tout ce qui est vision artificielle et intelligence artificielle pour l'industrie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les grandes nouveautés qu'il y a dans le domaine de la robotique industrielle. Et comme là, vous pouvez le voir, nous avons déjà les mots-clés, que ce soit compliance, collaboration, robot mobile et ce genre de choses. Donc, bien sûr, si l'on pense aux nouvelles technologies, et là vous avez pu le voir sur ce salon, ce sont les robots collaboratifs. Donc, il y a différentes catégories de robots collaboratifs. Il y a les robots qui sont dits intrinsèquement collaboratifs, c'est-à-dire qui sont soit mécaniquement capables d'être collaboratifs, soit au point de vue logiciel. Donc ici, on a deux exemples. On a le robot ABB de Yumi que vous pouvez aller voir un peu plus loin là par là-bas, et le robot de Doosan que vous pouvez aller voir chez Huma Robotics. Enfin, on a des robots qui sont à la base des robots industriels, mais qui ont été transformés. Par exemple, le robot de chez Stobli qui est conçu avec une peau artificielle qui le rend collaboratif. Donc ça peut être un avantage pour une entreprise de développer un robot de base pour le rendre plus tard collaboratif ou mobile, comme vous pouvez le voir. Et enfin, il y a des robots collaboratifs hybrides qui peuvent être à la fois utilisés en collaboratif, mais aussi en utilisation lourde, normale, de robots industriels. Comme par exemple, ici, vous avez le robot KUKA LWR ou Liwa, qui peut être à la fois collaboratif et être aussi utilisé dans l'industrie, qu'elle soit d'assemblage, automobile ou ce genre de choses. Si l'on parle de robots manipulateurs, il faut aussi parler de manipulateurs, de préhenseurs. Donc ici, on a des préhenseurs souples et compliants. C'est une nouveauté, puisqu'en effet, la robotique commence à toucher de plus en plus de domaines, et en particulier le milieu alimentaire, agroalimentaire et agriculture, où il y a des objets qui sont délicats, souples, ce qui était interdit aux robots, on va dire, beaucoup plus solides et rigides. Donc ici, vous pouvez voir une pince souple pneumatique. Elle est totalement flexible, elle permet de prendre des objets qui sont très fragiles, comme ici un gâteau, sans l'écraser. Il existe aussi des mains manipulatrices qui sont compliantes mécaniquement. Elles sont plus solides, elles sont capables de soulever des plus grandes charges, mais elles sont capables de s'adapter à la forme de l'objet, comme ma main qui peut s'adapter autour d'un objet comme une bouteille. Donc ici, on a la main de chez Right Hand Robotics, qui est une main très spéciale parce qu'elle permet de faire du bin picking, c'est-à-dire prendre dans un ensemble d'objets. Enfin, une autre grande nouveauté, même si ça existait depuis un certain temps, les robots mobiles. Donc vous pouvez nous voir sur le stand de chez PicPac, nous avons un robot mobile que vous pouvez voir au centre, le robot Easy Moving, qui est un robot qui peut être utilisé pour le déplacement de charges lourdes ou de charges dans des milieux industriels. Il peut soulever à peu près 200 kg. En bas, vous voyez un immense robot mobile KUKA qui est fait pour déplacer des carters d'éoliennes ou des moteurs d'avion ou ce genre de choses. Donc on peut avoir des robots soit de plus petite envergure qui peuvent être collaboratifs, ils peuvent par exemple suivre une personne ou assister une personne pour soulever des charges, ou tout simplement un robot qui vous envoie des pièces ou des paquets d'un point A ou d'un point B dans une entreprise ou dans une usine. Donc un autre point intéressant, ça fait partie du cœur de métier de chez PicPac. Nous sommes surtout au niveau de l'intégration en fin de ligne, c'est-à-dire en fin de chaîne, c'est-à-dire tout ce qui va être contrôle qualité, logistique, mise en paquet, palettisation. Donc ici, nous avons un bloc, on va dire canonique, qui permet de faire ce genre de choses. Ça permet d'avoir une intégration beaucoup plus fiable, beaucoup plus simple, beaucoup plus standard. Et c'est une des choses dans le monde de l'industriel qu'on aimerait amener, c'est-à-dire vraiment des systèmes qui sont standards, qui couplent à la fois un système de préhension, de vision, de contrôle et de mise en paquet. Et ça permet également d'améliorer la simplicité de maintenance et ce genre de choses.
Un autre point très important que l'on voudrait développer pour le futur, c'est les robots à effort et à compliance. La plupart des robots sont des robots qui sont par position, c'est-à-dire qu'on va leur donner une position, mais ils ne comprennent pas forcément la force à appliquer sur l'objet. Et donc ça revient à être très complexe quand on veut manipuler des objets déformables, solides ou fragiles. Ou tout simplement quand on veut faire de l'usinage ou du dépôt de colle, ce genre de choses, l'utilisation de robots qui sont compliants, c'est-à-dire qui connaissent leur force et qui sont capables d'avoir un retour physique sensitif, est important. Un des robots que vous pouvez voir qui a cette capacité, qui est relativement impressionnant, c'est le robot que... Bonjour Philippe. C'est le robot présenté par Philippe, qui est un robot qui est collaboratif compliant, que vous pouvez aller voir. Il est juste en face là-bas, le EasyBot. Donc c'est un des robots qui entre dans cette catégorie. Et c'est aussi les robots collaboratifs rentrent dans ce type de catégorie. On va aller de plus en plus vers des applications qui sont multi-robots, dual-arm ou multi-arm, c'est-à-dire avec plusieurs bras, pour des tâches de plus en plus complexes, comme de l'assemblage, où ici, vous avez deux robots KUKA qui font du pliage de pièces. De l'autre côté, vous avez un robot qui fait de l'assemblage chez Ikea pour des tests. Donc le robot va assembler et désassembler toute la journée des chaises et des tables pour tester. Donc on va aller de plus en plus vers des applications multi-robots, que ce soit des robots manipulateurs ou des robots mobiles, donc qui peuvent se déplacer. Sur un des points de vue aussi les plus importants, dont je fais partie, c'est tout ce qui va être vision industrielle. En effet, la vision chez les robots, on va dire que ça représente 80% du problème quand on veut faire de la manipulation. C'est où trouver l'objet, comment le placer correctement, si on ne sait pas du tout de position initiale sur ce type de système. Donc les capteurs deviennent de plus en plus faciles à adapter, ils sont de moins en moins chers. Comme là, vous pouvez voir les deux capteurs qui sont en bas à gauche, enfin à droite, ce sont des capteurs de chez Intel qui coûtent une centaine d'euros. Le premier capteur est capable de voir la profondeur, comme sur l'image que vous voyez en haut. Le deuxième est un capteur qui est capable de se localiser de façon automatique dans un environnement qu'il ne connaît pas. Donc ça peut être utile pour des robots mobiles, mais aussi pour du positionnement et de ce qu'on appelle du visual servoing. Donc ça devient de moins en moins cher. C'est donc beaucoup plus pratique pour un intégrateur, puisqu'aujourd'hui la plupart des pièces coûtent relativement cher, ainsi que le software qui va derrière. Les unités de contrôle deviennent de plus en plus open source, comme ici vous pouvez voir en bas un Jetson Nano de chez Nvidia. C'est une carte qui permet de développer des applications de vision et de contrôle très rapides. Et cette carte ne coûte qu'une centaine d'euros, contrairement à des unités centrales qui sont vendues dans le milieu industriel qui coûtent plusieurs milliers. Et enfin, on va arriver vers l'intelligence artificielle, qui est un grand mot et qui aujourd'hui, que ce soit dans le domaine industriel ou la recherche, devient un mot qu'on ne comprend plus et qui veut dire un peu tout et n'importe quoi. Mais dans l'industriel, ça va être surtout pour améliorer les process de vision. Donc ici, on a une caméra intelligente qui embarque déjà un processeur qui est capable de faire fonctionner des réseaux de neurones pré-entraînés pour, par exemple, détecter des objets sur un tapis, de faire de l'analyse de qualité ou de faire, par exemple, du dévraquage, c'est-à-dire prendre des objets dans une caisse. Je vais vous montrer 2-3 exemples maintenant de systèmes qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui fonctionnent, qui peuvent être utilisés dans le milieu industriel et qui sont maintenant utilisés dans le milieu industriel. Le premier robot que vous voyez, le robot jaune ici, c'est un robot qui a été construit par une société qui s'appelle Covariant AI, qui est une société qui a 2 ans. C'est le premier robot capable de faire du bin picking avec 100% de réussite. Vous lui donnez n'importe quel objet, n'importe quelle forme, n'importe quelle structure, il est capable de le manipuler de façon autonome, grâce à l'utilisation de réseaux de neurones artificiels, mais aussi d'apprentissage par renforcement, toute une technologie qui s'est développée au fil des ans. Donc maintenant, ce robot est implanté depuis à peu près 6 mois dans une usine à Berlin, en Allemagne, et il n'a eu aucun souci de manipulation et il fonctionne 24 heures sur 24 pour du dévraquement, pour une société de livraison et de manutention. Enfin, d'autres exemples,
On a le robot qui utilise un algorithme qui s'appelle Form to Fit. C'est un robot capable d'assembler de lui-même des objets qu'il a présents sur une table. Donc on lui donne le paquet où on doit empaqueter les objets. On lui présente les objets, par exemple, via un convoyeur ou ici sur la table. Et il est capable de lui-même de comprendre comment agencer les objets dans la boîte de façon automatique. Et ce système fonctionne à 95% d'efficacité, plus qu'on peut fournir avec un être humain qui a programmé préalablement le robot. Donc, un autre exemple de l'intelligence artificielle appliquée au système robotique. Et enfin, un exemple un peu plus, on va dire, futuriste. En effet, quand on va faire du dévraquement ou du bin picking, vous regardez, les êtres humains, ils font quasiment du balistique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'objet et le jeter dans une autre caisse. Là, les robots, c'est beaucoup plus, on va dire, contraint, lent et statique. C'est-à-dire qu'il va localiser l'objet, le prendre, le poser et le lâcher. C'est beaucoup trop lent pour la plupart des séquences d'utilisation qu'on veut, par exemple chez Amazon, chez Google ou ce genre de choses quand on veut faire de la manipulation rapide. Eh bien, TossingBot, c'est un robot qui utilise encore là des réseaux de neurones, mais également des algorithmes classiques de robotique, très avancés, pour faire de la manipulation. Il peut prendre n'importe quel objet comme ce que fait Covariant, puisqu'il a été développé par la même société. Il peut prendre n'importe quel objet, analyser sa forme, et après faire du balistique pour le lancer dans une case ou une boîte. Ici, c'est une boîte avec un autre robot. Mais par exemple, il est maintenant utilisé en test chez Amazon pour pouvoir faire du dévraquage d'objets en tout genre, de façon totalement automatique. Ces trois robots utilisent non pas une méthode d'apprentissage qui est supervisée, c'est-à-dire on va les données. Ces robots ont appris d'eux-mêmes, avec une contrainte humaine bien sûr, qu'on appelle du autosupervisé. Et c'est capable de donner des résultats que vous pouvez voir à l'écran. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce qu'on peut faire maintenant dans les systèmes robotiques et ce qui va venir dans les prochaines années. Donc je vous conseille de vous intéresser à tout ce qui est robotique collaborative, à la vision en particulier, parce que comme j'ai dit, c'est 80% du problème quand on est intégrateur et quand on veut faire des applications robotiques. Et aussi de se concentrer plus sur l'IA et de prendre bien sûr les gens qui essaient de vous le vendre, les systèmes IA et Deep Learning, avec des pincettes. Il faut comprendre un peu ce qui se fait derrière. Voilà, donc vous pouvez nous voir au stand PicPac System si vous avez des questions ou si vous voulez voir notre robot mobile. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour. Donc centre de formation effectivement basé à Lyon. Centre de formation technique avec trois principales activités. Donc un CFAI, c'est-à-dire destiné essentiellement à des formations en apprentissage. Donc c'est en gros 1300 apprentis par an. Une partie plutôt conseil ici, dont le rôle est d'accompagner les entreprises industrielles. Et la dernière partie plutôt destinée à la formation continue et les autres contrats d'alternance, où c'est environ 4400 salariés formés par an. Donc voilà le bâtiment donc, au cœur de Lyon, 30 000 m², avec essentiellement des ateliers. Donc les différentes activités, c'est de l'apprentissage, donc CAP, bac professionnel. Comme vous pouvez le voir, donc, on est uniquement sur des formations techniques par le biais de l'apprentissage. Hein, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont chez nous en formation, au niveau des jeunes, ont derrière un contrat et une entreprise. Donc c'est également 8 BTS donc dans les différents métiers qu'on va rencontrer dans l'industrie. Hein, ça peut être de l'électrotechnique, de la maintenance, etc. C'est également 6 titres d'ingénieur en partenariat donc, avec des écoles d'ingénieurs lyonnaises. Donc c'est l'INSA, CPE et l'ECAM et Centrale. Pareil, en apprentissage également.
C'est 10 licences professionnelles, dont une licence en robotique. C'est 2 bachelors, dont un en robotique, et c'est 14 autres parcours certifiants. Donc dans les métiers de l'industrie, là encore, donc électricité, automatisme, mécanique, génie énergétique, chaudronnerie, soudure, lean manufacturing, etc. Et là, c'est environ 450 personnes par an. Donc là, en plus de ça, donc formation continue avec 4400 stagiaires environ par an, pareil dans les mêmes métiers. Donc on va retrouver des formations, donc ce sont des formations qui peuvent durer de 1 jour à plusieurs mois, donc en productique mécanique, électrotechnique, automatisme, robotique, gestion de maintenance, chaudronnerie soudure, génie climatique, traitement de l'air, pilotage des lignes de production et produits pharmaceutiques. Dernière activité, donc ça va être la partie liée au conseil, donc du conseil en entreprise qui va être soit technique, soit au niveau du management ou au niveau RH. Donc au niveau de la robotique, donc centre de formation qui est labellisé par 2 constructeurs, Fanuc et Stobli, c'est-à-dire que donc chez nous à Lyon on fait les formations Stobli et les formations Fanuc. Comme c'est fait dans ces 2 entreprises-là. Donc on est certifié, c'est exactement les mêmes formations. Donc nous disposons pour cela de 8 cellules robotisées avec 4 constructeurs, les principaux, Fanuc, Stobli, KUKA et ABB, hein, qui nous permettent de tourner notamment avec les jeunes sur les différentes technologies. Donc en formation continue, c'est une dizaine de modules disponibles, donc que ce soit pour des opérateurs ou des intégrateurs. C'est également de la programmation en simulation sur les différents types de robots, les différents constructeurs. Donc ensuite, comme on disait, c'est 2 formations certifiantes, donc une licence professionnelle et l'autre un bachelor. Et nous avons formé depuis 10 ans 300 jeunes. Hein. Là aussi, c'est de l'alternance, avec des alternances avec des rythmes un petit peu différents d'une formation à l'autre pour pouvoir s'adapter vraiment aux besoins de l'entreprise. Donc sur ces formations certifiantes, qu'est-ce que l'on fait? On va former en fait des jeunes sortant de BTS ou de DUT pour les emmener sur un métier d'intégrateur. Voilà, donc, alors soit ils vont travailler vraiment en tant qu'intégrateur proprement dit, ou bien travailler dans les entreprises destinataires pour régler les robots, pour refaire de la programmation et travailler sur les projets de robotisation. Voilà donc un exemple d'organisation. Donc on voit que l'on va essayer de s'organiser pour caler au mieux aux contraintes de l'entreprise. Une entreprise qui fait de l'intégration, lorsqu'elle va accueillir un jeune, elle va vouloir qu'il soit déjà un petit peu formé quand même pour pouvoir lui confier des travaux. Donc c'est pour cela que sur la période 1, on a 6 semaines complètes au centre de formation pour donner aux jeunes les fondamentaux, pour que lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise, ils sachent de quoi ils parlent. Et puis après, donc 3 autres périodes, après des moments quand même assez importants en entreprise, où ils pourront travailler entre la période 1 et la période 2, on va avoir en gros 2 ou 3 mois, où les jeunes vont pouvoir travailler sur des projets, c'est-à-dire ils pourront prendre des projets dans l'intégralité ou quasiment dans l'intégralité. Voilà, c'est ce qui n'est pas le cas généralement sur des alternances. Ah, ça tourne tout seul. Sur des alternances où c'est 15 jours par exemple. Voilà, on permet aux personnes de travailler pendant un long moment dans l'entreprise pour justement pouvoir suivre un projet complet. Voilà donc les capacités qui sont couvertes. C'est d'un côté
la partie études, études économiques et d'intégration du robot. Et puis une deuxième partie qui est vraiment l'intégration proprement dite avec toute la préparation et le réglage. Toute la programmation pardon, et le réglage. Donc voilà. Donc en conclusion, en fait, donc notre spécificité, nous, sur tout ce que l'on fait dans ce centre de formation, c'est des formations le plus techniques possible. Donc pour les robots, par exemple, donc on le voit là, on a donc il y a le formateur et 2 stagiaires, c'est le maximum. On n'a jamais plus de 2 stagiaires par équipement sur tout ce que l'on fait. Donc là, c'est de la robotique, mais lorsque c'est de l'électricité, c'est pareil. C'est 1 à 2 personnes par poste. Voilà, pour que les personnes puissent pratiquer. On est en face des techniciens, il faut qu'ils puissent acquérir toutes les bases. Ce n'est pas des personnes qui viennent pour vraiment faire de la théorie. Il faut que ça soit pratique et applicable immédiatement dans l'entreprise le lendemain quand ils y retournent. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.